L'homme remarqua soudain une petite fille en train de jouer avec une grenade. Au début, il pensa que c'était un jouet. Mais en s'approchant, il vit clairement qu'il s'agissait bien d'une vraie grenade. Craignant les conséquences si elle explosait, et pour éviter de semer la panique, il s'approcha calmement, prêt à la lui arracher discrètement. Mais de manière inattendue, la fillette retira la goupille. À ce moment-là, l'homme se précipita, lui saisit la grenade des mains, et la lança de toutes ses forces dans la mer. L'explosion gigantesque secoua immédiatement toute la plage, plongeant tout le monde dans la panique. La fillette tremblait de peur. L'homme tenta de la rassurer rapidement. Mais il aperçut alors un autre enfant, cette fois un garçon, tenant une autre grenade. Il courut vers lui, la lui arracha de la même manière, et la déposa prudemment sur le sable. Heureusement, le garçon n'avait pas encore retiré la goupille. Des gens s'attroupèrent, mais personne ne comprenait pourquoi des grenades se trouvaient sur la plage, ce qui laissa l'homme perplexe. Il ne semblait plus sûr de rester là. Alors que la foule commençait à évacuer, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Le sable sous les pieds de l'homme se mit à s'enfoncer rapidement. Il appela ses amis à l'aide, mais ceux-ci constatèrent que les sables mouvants s'étendaient de plus en plus. En quelques secondes, un trou immense se forma. Ses amis lui jetèrent une serviette pour essayer de le tirer, mais malgré tous leurs efforts, ils n'arrivaient pas à le libérer. Au contraire, il s'enfonçait davantage. La situation devenait critique. À ce moment-là, une jeune fille à vélo entendit les cris et accourut. Elle trouva une planche, s'y appuya pour ne pas glisser, et demanda aux deux autres de lui tenir les jambes. Elle attrapa alors la main de l'homme, mais quoi qu'il fasse, il n'arrivait pas à le sortir, comme si une force invisible l'attirait vers le fond. La fille demanda qu'on prenne le tube de son cadenas de vélo, et le tendit à l'homme pour qu'il puisse respirer à travers. Mais les sables s'effondrèrent de nouveau et l'engloutirent entièrement. Alors que tout semblait perdu, l'équipe de secours arriva. Le capitaine ordonna aussitôt de déployer un câble d'acier. Ensemble, ils l'introduisirent dans les sables mouvants et, grâce aux efforts de tous, ils réussirent à localiser et à sauver l'homme. La fillette jouait ensuite sur un toboggan aquatique, quand soudain, celui-ci se brisa. Terrifiée, elle essaya de se retenir en frottant son corps contre les bords, mais la surface était trop glissante. Elle fut poussée jusqu'au bord et hurla de toutes ses forces. L'entraîneur, entendant ses cris, descendit en vitesse. Mais la fillette était déjà suspendue dans le vide, prête à tomber. Ces appels affolés alertèrent un couple qui jouait dans l'eau. L'homme se précipita pour l'aider. La fillette tremblait, ses doigts glissaient. Au dernier moment, l'entraîneur attrapa sa main. L'autre homme arriva en même temps et saisit l'autre main. Ensemble, ils réussirent à la remonter. Un magicien nommé Maroni réalisait un tour d'évasion sous-marine. Son assistante l'enchaîna, puis cacha la clé. Une boule de fer de 34 kilos était fixée à l'autre extrémité. Maroni sauta dans l'eau. Il devait se libérer sous l'eau, mais en touchant le fond, la clé glissa d'entre ses orteils. Maroni se mit à chercher désespérément la clé. Le public attendait un miracle, mais en réalité, il se débattait et commençait à se noyer. Voyant son détresse, la maîtresse nageuse Parker plongea. Elle lui donna de l'oxygène par respiration bouche à bouche, puis l'aida à chercher. Maroni était à bout. Par chance, ils retrouvèrent la clé. Il parvint à se libérer, ôta les chaînes de ses mains et de ses pieds, puis remonta à la surface devant un public en haleine. Pendant ce temps, Parker resta discrètement à l'écart, le laissant savourer seul les applaudissements. Il ne faut jamais laisser des enfants jouer seuls, sans surveillance. Cela peut mal tourner. Récemment, une mère célibataire s'est accidentellement coupée au poignet. Grâce à une voisine bienveillante, elle fut conduite à l'hôpital. Avant de partir, elle demanda à 2 personnes de s'occuper de son fils. Le pompier Andy se transforma alors en homme de ménage, nettoyant le sang. Pendant ce temps, l'agent Ryan faisait une bataille de pistolets en jouet avec le garçon. « Tu m'as eu, détective Milo. » Il s'amusait beaucoup. Le garçon demanda à voir l'insigne. Ryan, sans hésiter, la lui montra. La journée intense les épuisa. Ils s'assirent pour discuter, quand soudain, l'enfant attrapa une arme réelle et la pointa sur eux. « Milo, repose ça. Ce n'est pas un jouet. Milo, lâche cette arme. » Il ôta le cran de sécurité. Le recul le fit tomber en arrière. Andy se précipita pour vérifier s'il allait bien, retira les balles et le rassura. Soudain, ils entendirent la voix de Ryan. Le coup de feu involontaire du garçon lui avait touché le ventre. Andy posa rapidement l'arme sur une étagère, se précipita vers Ryan, appela le 911 mais fut mis en attente. Ryan ne pouvait plus parler. Andy appela son père, un ambulancier, le supplia de venir sauver Ryan, et commença un massage cardiaque. Son père arriva juste à temps, mais la balle avait touché une zone vitale. Ryan avait perdu trop de sang. L'agent Ryan mourut, tué par erreur par un enfant. Par la suite,
Un hommage solennel lui fut rendu au poste de police avec une salve de 7 coups de feu. Qu'est-ce que le pillage? Ce groupe l'a montré à la perfection. Un grand magasin venait de prendre feu. À peine les pompiers arrivés à l'entrée, des explosions retentirent, ressemblant à des coups de feu. Tout le monde se jeta au sol. Mais ce n'étaient que des feux d'artifice éclatants à l'intérieur. Les pompiers entrèrent avec leurs lances, le système de ventilation évacua la fumée, mais aucun système anti-incendie ne fonctionnait. Un vieil homme remplissait ses poches de bonbons, ignorant complètement Travis qui tentait de l'arrêter. Il ne s'en alla que lorsqu'il ne pouvait plus rien porter. Travis utilisa l'interphone pour demander à tout le monde de sortir et de laisser les objets voler, mais personne ne l'écouta. Heureusement, le feu fut rapidement éteint. Alors qu'il se préparait à partir, Jacques proposa de vérifier s'il restait des feux d'artifice. Maya refusa, cela prendrait 45 minutes de plus, et elle ne voulait pas faire d'heures supplémentaires. Elle ordonna de mettre des ventilateurs pour dissiper la fumée, sans imaginer les conséquences. Pendant ce temps, Ben soignait un adolescent gravement brûlé au bras. Le garçon avoua, sans gêne, que lui et son ami Chris avaient déclenché les feux d'artifice pour plaisanter. Mais Chris avait disparu. Face à la gravité de la situation, ils demandèrent si un garçon de 14 ans avait été évacué. Négatif, négatif. Dan repartit immédiatement chercher l'enfant. Travis trouva un garçon caché sous une chaise dans une cabine d'essayage. Il le supplia de ne pas lui tirer dessus. Pourquoi un pompier aurait une arme? L'enfant expliqua qu'avec toutes les alertes et les exercices, il avait toujours su qu'un jour il serait pris dans une fusillade. Travis le rassura, « Tu ne vas pas mourir aujourd'hui. » Le garçon ne sentait plus ses jambes et s'était uriné dessus de peur. Ben arriva, mais ce n'était pas Chris. Pendant qu'ils discutaient, les feux d'artifice explosèrent à nouveau. « Merde, Jessie. Ce n'est que ça, encore des feux d'artifice. » Travis évacua rapidement l'enfant. Ben poursuivit les recherches et finit par trouver Chris, caché dans une boîte, le visage grièvement brûlé. Il le porta d'urgence jusqu'à l'ambulance. Des dizaines de milliers de tonnes de lave fonçaient sur Los Angeles. Les pompiers étaient en alerte maximale. Des camions s'alignèrent pour former une barrière. Mais à ce moment-là, le chef donna un ordre inattendu, couper toutes les lances. Il devait attendre que la lave atteigne le mur, puis ouvrir toutes les vannes d'un coup pour tenter de la stopper. La tension était à son comble. La lave toucha le mur, et même les camions peinaient à résister. Les visages se figeaient d'angoisse. La lave consumait tout. La rue devint un enfer. Le mur céda. À cet instant critique, les hélicoptères d'assistance arrivèrent enfin. Ouvrez-les. Des millions de litres d'eau furent largués. Un immense nuage de vapeur enveloppa la ville. La lave s'arrêta. Mais alors que l'on pensait le danger écarté, le chef reçut une alerte, une nouvelle éruption jaillissait depuis les bouches d'incendie. Des membres de gang y avaient dissimulé quelque chose. Lors d'un nettoyage de routine, cette intervention faillit coûter la vie aux pompiers. Peu après, la caserne fut attaquée à coups de feu. Aucun blessé. La police interrogea l'équipe. Avait-elle provoqué quelqu'un? Tous étaient perdus. Mais le lieutenant, vigilant, remarqua 3 hommes rôdant autour d'une bouche d'incendie, et leur chef surveillant les alentours. Matthew comprit enfin et eut une idée risquée. Il se présenta devant eux, sans armes, sans badge. Il avait vu leur trafic. Il demanda à voir leur chef. Quelqu'un a tiré sur sa maison en plein jour. Cela aurait pu tuer un innocent. Quelqu'un qui protège ce quartier chaque jour. Vous cachez des choses dans les bouches d'incendie? Ça va être vidé. Ce quartier est à nous. Vous n'en êtes pas les propriétaires.